Merci Robert. Ah, ça c'est les gants de Tu veux faire l'empereur. une pause Robert? Non, c'est les gants de l'empereur. Alors ceux-là, ils ont été découverts après, ils les auraient oubliés. À l'époque, je ne sais pas si le marque. Un paire de gants porté par le général Bonaparte en Égypte, bon, ça va. Il aurait oublié ces gants, l'empereur. Alors, là, il y a plusieurs comment dire, hypothèses. Il les aurait oubliés à Saint-Canard, paraît-il, son passage vers l'exil. Il les aurait oubliés. Il y a divers endroits, il les aurait oubliés à divers endroits. Mais bon, apparemment, c'est ces gants. Il y en a plusieurs, c'est ça que tu veux dire Robert? Non, oui, il y en a eu plusieurs, mais ceux-là, ils ont été authentifiés parce que ils ont d'abord la dimension de ses mains, il y a tout un tas de trucs comme ça. Hein. Ah bon, ça c'est l'empereur. En grand costume de sacre, 1804. Oui, c'est exactement ça. Par l'atelier Girodet. On a ce genre de choses, ce tableau-là, au château de l'Empéry. Oui. Ce qui a été offert par M. Pasqua. 36 ont été commandés, 26 ont été exécutés, semble-t-il. 6 il resterait aujourd'hui dans le monde, dont un au musée de l'Empéry à Salon-de-Provence. Oui. Oui, exact. Ça c'est. Alors, là, au niveau du tissu, c'est du tissu faux et refait. Au niveau de l'ensemble, oui, parce que c'est le lit de l'empereur. Alors, il a été donné, c'est un don de M. Sabatier en Suisse qui a fait don de ce lit. Je ne sais pas si c'est marqué là. C'est marqué. J'ai encore une bonne mémoire encore. Alors, la particularité de ce lit, c'est que c'est un lit d'apparat où ne dormait pas l'empereur. D'abord sur l'ensemble du lit, je ferai deux remarques. Certaines parties du lit ont été refaites par M. Sabatier, ne sont pas d'origine. Le cuivre? Au niveau du cuivre. Alors tu verras qu'il y a une différence entre l'une et l'autre et derrière de même. Deux petites boules voilà. En cuivre. Mais bon, ça n'a pas d'importance. Mais bon, une a été refaite. Il faut savoir que l'aigle est monté sur des tiges de fer. Que si l'empereur s'était couché un peu brusquement, il est fort possible que l'aigle de 20 kilos là-haut vienne le rappeler à l'ordre en lui tombant sur les pieds. Combien il pèse l'aigle, Robert? Autour de 20 kilos sur tout l'ensemble. Il est en quoi? Il est en bronze, hein? Non, il est, je crois, je ne me rappelle plus, hein, c'est moi qui l'ai mis, cet aigle-là. Il est boulonné, il n'y a qu'un seul boulon qui le tient. Et je crois qu'il est en bois peint. En bois, c'est du bois, ouais. Je me suis Le cuivre doré utilisé par l'empereur en 1809, il est surmonté d'une aigle en bois doré. Alors ça, c'est faux. Le drap allait jusqu'au pied. Parce qu'il dormait sur un lit de camp à côté, et quand il avait du monde à recevoir, et puis le lit de camp, il le poussait sous le lit, et il s'asseyait sur le lit. La parure pour cacher le lit de camp de l'empereur qui était dessous le lit, donc la parure bleue était plus longue. Tout à fait. Ça, il faut le savoir, parce que c'était malin l'empereur. Il ne devait pas dormir sur un lit, il avait soufflé du dos, et il aurait préféré dormir sur un lit de camp, parce que c'était plus dur, il se sentait mieux, tout simplement. Alors, on a parlé un peu des sabres à la Mamelouk. Oui, mais ça, c'est pas le sabre à la Mamelouk, c'est le sabre d'Abdelkader. Oui, c'est le sabre d'Abdelkader. 1830-1870, la conquête de l'Algérie. L'émir Abdelkader fait sa reddition au duc d'Aumale. Il dépose son sabre en même temps que son pouvoir civil, militaire et spirituel, parce qu'il était considéré comme un grand imam de l'époque, dit-on. Voilà, et tu sais, là, ce qu'ils mettent dessus, ils oublient un détail. Ce sabre d'Abdelkader, il n'est pas de fabrication orientale, il est de fabrication française. Il a été fabriqué par un orfèvre en France et il avait été offert à Abdelkader il y a quelques années auparavant. C'est du damas. Damas. Damas, c'est mis de fer métallurgique. C'est quoi exactement comme alliage, Robert? Alors c'est du fer, bien sûr, mais ce sont des carrés de fer.
donne cette fameuse beauté de l'entrelac de dessin sur la lame, et ce fameux tranchant aussi, parce que c'est un tranchant évidemment d'une très grande solidité. Et tout dépend du nombre de carrés de fer que l'on met, et là on obtient un dessin différent à chaque fois. Alors si ces 4 carrés de fer ensemble et martelés à la forge, on obtiendra un dessin. Si c'est 6, si c'est 8, ainsi de suite. Les plus grandes damasses, ce sont des carrés de fer martelés à la forge ensemble qui peuvent atteindre 12 ou 18 carrés. Là, c'est le summum du grand damas. C'est extrêmement rare. Voilà, c'est extrêmement rare. Ça, seul un spécialiste, il pourrait dire de combien de carrés d'acier était composée la lame. Ça, je ne suis pas capable de le dire. Ah mais ça, c'est la Légion d'honneur, ça voulait dire quelque chose à l'époque. Et là, créé par Bonaparte, consul Bonaparte, premier consul, oui, en 1802. Là, t'as un mamelouk à l'arrière. Ah oui, je l'avais même pas remarqué, tu vois. Et t'as un hussard qui aide le monsieur handicapé à s'approcher de l'empereur. Et t'as un mamelouk à l'arrière. Je n'avais pas vu le mamelouk, voilà. Tu vois. Bon, là, le classique, photo classique de l'époque, en épée d'apparat, avec les livres à côté pour faire voir que, évidemment, on savait lire. Mais ça a été... ça, c'était des décors qui étaient employés. Là, c'est une peinture, mais après, plus tard, c'est devenu une photographie où il n'est pas rare de voir des gens posés avec un guéridon rempli de livres à côté sur les photos, parce que c'était tout simplement des symboles. Ils savaient lire. Voilà. C'est pour Napoléon Ier. Ah ben là, on retrouve la même photo que tout à l'heure, mais un plus petit. Ce que je t'avais dit que c'est les premières cartes postales, c'est celle-là. Voilà. Le déclin de l'Empire, 1812 et 1815. Il n'y a pas la date de la carte postale. Et au fond, la maquette Édouard de Taille. Non, il n'y a pas la date de la... Oui, voilà. C'est la même que la grosse, là. Ouais. Mais c'est dommage qu'il n'ait pas mis la date de... Mais... Quoique, il y a un truc qui m'intrigue, là. C'est pas ça, là. C'est ça. Oui, c'est la même époque. À peu près, ouais. Tu connais pas ça un peu un break, Robert? Non, sauf que là, ce n'est plus la même chapska qui est là. Il n'y a plus l'étendard. C'est juste. Mais la photo est à peu près, voilà. Quand les frères Brunon ont fait la scénographie au musée de l'Empérie, Ouais. donc notamment Jean Brunon, Oui. et après avec son fils Raoul Brunon, vers 1550, Oui. est-ce que la scénographie a changé depuis ou c'est toujours resté la même? Tant qu'il y a eu les Brunons, c'est resté la même. Parce que Jean avait des idées bien précises là-dessus. Jean, ce que vous voulez, Jean, c'est... Il pensait que le visiteur venait au musée pour s'instruire. Il ne venait pas au musée pour visiter, pour voir sommairement les choses. Alors il multipliait les vitrines en les spécialisant sur un motif particulier. Et il
multiplié aussi à l'intérieur les cartels, les petites cartes avec la mention de l'objet, ainsi de suite. C'est pour ça que les vitrines sous mon nom, elles sont en général remplies de cartels partout et elles ont un thème particulier. C'est pas campagne d'Égypte, par exemple, c'est un thème. Par exemple, campagne du Mexique, par exemple, pour le Deuxième Empire, et ainsi de suite. Ils ont tout un thème. Voilà. La vitrine d'Abdelkader, par exemple, avec ses effets personnels, mais aussi il y a le décret, loi, où les députés français ont baptisé le territoire turc du nom d'El Gézaïr, le nom de la ville d'Alger, qui est devenue l'Algérie. Il ne faut pas oublier que c'était un territoire turc. Et c'est le Parlement français, les députés, qui l'ont baptisé. Ils ont cherché un nom particulier et ils ne s'entendaient pas. Alors ils ont dit, on va l'appeler la Blanche, au départ. Parce que quand tu arrivais sur Alger, toutes les maisons étaient blanches. Alors, ça sonnait pas. Alors, à l'époque, c'était El Gézaïr, le vrai nom en arabe. Il fallait donc traduire ce nom, et on a traduit par Alger, le nom de la ville d'Alger. Parce qu'ils appelaient ça El Gézaïr. Et ils se sont dit, pourquoi ne pas appeler tout le pays Algérie. Voilà, tout simplement. C'est par décret de l'Assemblée nationale que c'est devenu le territoire turc, parce qu'il n'y avait pas d'Algériens. C'était les Turcs et les habitants qui étaient là-bas. Sur la bande côtière, il ne faut pas l'oublier, c'était plus des pirates ou des barbaresques qu'on disait à l'époque. Et à l'intérieur, c'était des supplétifs des Turcs qu'ils avaient ramassés dans toute l'Europe et un peu partout, et qu'ils avaient implantés à certains endroits pour travailler. C'était un peu leurs esclaves, quoi. La mer Méditerranée à cette époque était un peu dominée par les Anglais, me semble-t-il, mais effectivement il y avait de la piraterie par les seigneurs d'Alger. C'est pour ça qu'on est allé là-bas à plusieurs reprises. Faisait l'esclavage, la confiscation de l'or, des biens entre autres, et ils donnaient une partie au dé d'Alger pour qu'ils les laissent tranquilles, c'est ça? En 1835, on en a eu ras-le-bol, parce que nos côtes étaient régulièrement pillées. Et on en a eu ras-le-bol, et bon, on parle d'une gifle donnée à l'ambassadeur de France par le biais d'Alger, par tout ce que tu veux. Bon, peut-être certainement ça a dû avoir lieu, mais ça a été le détonateur, quoi. Et en 1835, on a débarqué à Sidi Ferruche avec 15 000 hommes. Il ne faut pas oublier que c'était rien du tout, 15 000 hommes, zéro, pour un pays qui est plusieurs fois grand comme la France. Si au départ on devait simplement assainir la côte, et puis finalement on est resté là-bas, c'était pas une guerre de conquête, parce qu'avec 15 000 hommes on ne peut pas tenir un pays aussi grand, mais on a eu là-bas, en arrivant, énormément de tribus qui se sont ralliées à la France, qu'ils en avaient marre d'être les esclaves des Turcs. Et donc ces tribus-là sont devenues nos alliés, principaux alliés, et ce qui a gonflé énormément l'armée française en hommes, tu vois, et en même temps en mission, parce que bon, ils se sont dit, ces gens-là viennent vers nous, toutes ces tribus, tout ça, c'est on a un rôle à jouer, quoi. Et à ce moment-là, donc, on a au Parlement poursuivi avec une idée de conquête. Bon, mais on n'aurait pas eu le rassemblement de toutes ces tribus, notamment une qui est très célèbre de tribus et qu'on oublie maintenant, c'est les Zouas. Les Zouas, étaient une très grande tribu de gens très aguerris aux montagnes de l'Algérie, et qui sont ralliés à la France parce qu'ils étaient régulièrement martyrisés par les Turcs. Et ces Zouas ont formé des régiments entiers en armes pour la France. Et ces Zouas, d'ailleurs, le premier orthographe de ce nom, et il y en a un exemplaire
château, qui est gravé sur un sabre, où il est écrit Zohar. C'était le premier nom, le vrai nom des Zouaves, qu'on appelle aujourd'hui. Parce que nous, bon, avec la prononciation française, Zouave, c'est devenu très rapidement des Zouaves. Voilà. Mais c'est les tribus Zohar qui ont rallié la France et qui sont devenus les principaux alliés plus tard et toujours jusqu'à quasiment l'indépendance de l'Algérie, quoi, en quelque sorte. C'est un peu ce qui me semble, ce qu'on a pu dire, d'être allé de l'avant, être un peu intempestif peut-être, et après c'est tombé en désuétude plus tard, et c'était péjoratif, mais beaucoup plus tard. À l'époque, c'était la valorisation des Zouaves. Oui, tout à fait, c'était ça. C'est-à-dire qu'après, les tribus ont formé des compagnies, mais plus tard, beaucoup plus tard, ça a pris tellement d'ampleur qu'il y avait pratiquement un pourcentage infime de ces tribus de Zouaves dedans, de Zouaves, qui ont été en fait des gens de tous les pays, et puis après finalement il n'y avait plus que des Européens dedans. En 14, les Zouaves n'étaient plus que quasiment que des Européens, à quelques exceptions près. D'accord, là je comprends. Voilà. D'accord, merci.